Voilà, les derniers arrivants. Alors, donc comme je le disais, la séance d'aujourd'hui, bonjour Diana, la séance d'aujourd'hui sera consacrée au chapitre sur la durée légale du travail. Et ça va me permettre de cibler les notions les plus importantes qu'il faut absolument retenir, euh, parce qu'elles vous seront fort utiles. Donc parce qu'elles vous seront fort utiles quand vous serez face à votre copie, notamment cette durée légale hebdomadaire que vous avez vue donc dans le cours, que je vais bien vous expliquer et avec laquelle on va travailler et qui va nous permettre de déduire la durée mensuelle sur laquelle le salarié va être payé. Alors, je vais, comme à mon habitude, lancer un petit tableau blanc qui va me servir de support. Voilà. Voilà, je vous le mets en même temps à l'écran. Alors, on parle ici, d'abord dans un premier temps, on va évoquer la notion de la durée de travail hebdomadaire. Donc, hebdomadaire, on parle bien ici de semaine, donc la durée du travail à la semaine. Et en France, aujourd'hui, la durée légale du travail est de 35 heures. Alors, il peut y avoir beaucoup de dérogations par rapport à ces 35 heures, mais en tout cas, il faut retenir ce chiffre puisque ça sera lui qui sera déclencheur d'heures supplémentaires. C'est-à-dire que les heures qui seront réalisées à la semaine au-delà des 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Alors on verra ça, la comptabilisation des heures supplémentaires et des heures complémentaires, on verra ça dans le chapitre suivant. Donc on regardera ça mercredi. Et là, il y a toute une technique pour faire les calculs et je veux que vous compreniez cette technique et que vous l'appliquiez absolument à chaque fois que vous aurez des calculs à faire concernant les heures supplémentaires ou encore les heures complémentaires. On verra aussi la différence entre les deux, évidemment. Mais on parle donc de cette base de 35 heures, ce qui veut dire que la durée classique d'un salarié qui est donc à temps plein, la durée classique d'un salarié qui est donc à temps plein est de 35 heures par semaine. Mais évidemment, depuis très longtemps, les salariés ne sont plus payés à la semaine. Il fut un temps, mais ce temps est révolu, où les salariés étaient payés à la quinzaine. C'est-à-dire qu'ils étaient payés une fois toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et les salariés sont rémunérés sur une base mensuelle. Donc la problématique, c'est de savoir, voilà, ces 35 heures, quelle va être la base mensuelle de rémunération de ce temps de travail. Alors, il y a une méthodologie de calcul qui a été mise en place depuis ce qu'on appelle la mensualisation. La mensualisation, c'est quoi? C'est un phénomène qui permet aux salariés, et à l'employeur d'ailleurs, l'un rémunérant, l'autre touchant, qui permet aux deux parties d'avoir un nombre d'heures rémunérées par mois qui est identique, quel que soit le mois. D'accord? Donc, la rémunération du salarié est identique, alors sauf événement, absence, etc., mais on verra ça plus tard, mais on va dire que de manière classique, de base, le salarié est rémunéré de façon identique chaque mois. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre parce que de temps en temps, par exemple sur des mois de février où il y a moins de jours, obligatoirement il y aura moins de jours de travail que par exemple un mois d'octobre où il y a 31 jours. Et
par définition, normalement, on devrait retrouver plus de jours de travail durant le mois d'octobre. Alors, pourquoi on a mis en place ce système? Tout simplement parce que pour éviter les fluctuations de salaire, ce qui permet aux salariés de mieux gérer son budget et d'avoir toujours, sauf événement, mais d'avoir toujours la même somme en rémunération tous les mois. Donc, ce principe de moyenne mensuelle d'heures rémunérées, c'est ce qu'on appelle la mensualisation. Alors maintenant, il va falloir savoir quel est le nombre d'heures sur laquelle on va se baser. Alors pour faire ce calcul, on a fait ça. On a dit voilà, dans tous les cas, un salarié travaille 35 heures quand il est à temps plein, 35 heures par semaine. Dans une année, il y a 52 semaines. Par conséquent, un salarié va donc travailler 52 fois 12, va donc travailler, alors si je me souviens de mon calcul, 1820 heures par an. Je vais juste, si vous me permettez, vérifier ce calcul, mais a priori, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Maintenant qu'on a trouvé combien de temps travaillait le salarié sur une année, alors on va pouvoir lui dire, comme dans une année, il y a 12 mois, donc en faisant 1820 divisé par 12, on a trouvé que le salarié travaillait 151h67 par mois. Et ça, on va dire que c'est un nombre d'heures de travail moyen. Voilà comment on a trouvé la base horaire de rémunération mensuelle moyenne. Donc, pour trouver ça, on a fait 35 fois 52, donc 35 heures par semaine fois 52 semaines. Et pour trouver ça, on a fait 1820 heures pour une année divisé par 12 mois. Et ça nous a donné nos 151h67 par mois. Donc voilà les éléments qu'on a utilisés pour faire le calcul, de savoir en moyenne, un salarié sera payé 151h67 par mois. Est-ce que c'est compris? Pas de questions, donc c'est que ça doit être compris. Oui, Diana, allez-y. Monsieur, j'ai pas compris comment vous avez trouvé 151, 67 heures par mois. Je vais réexpliquer. Hop, je fais mon petit quadrillage et comme ça. Alors, je réexplique. Je réexplique et écoutez bien. Et si jamais vous n'avez toujours pas compris, n'hésitez pas à me dire, monsieur, j'ai toujours pas compris, est-ce que vous pouvez recommencer l'explication? Pourquoi? Parce que généralement, c'est 151h67. À l'examen, on vous demande de l'expliquer. On vous dit, voilà pourquoi le salarié a été payé 151h67 par mois. Et donc, il va falloir faire la démonstration que je viens de vous faire là, en disant, bah voilà, contractuellement, le salarié, donc sur son contrat de travail, en général, c'est comme ça que ça fonctionne, sur son contrat de travail où vous aurez l'information, par exemple, si c'est un salarié à temps plein, si c'est un salarié à temps plein, ça veut dire qu'il est à 35 heures par semaine. Donc, comme il y a 52 semaines par an, d'accord, ce qu'on va chercher, c'est combien au total sur une année le salarié va travailler quand il est à temps plein. Donc, pour ça, on va faire ici, on va multiplier 35 heures par semaine sur 52 semaines pour une année. Ça veut dire que le salarié, pour un an, il aura travaillé 1820 heures. D'accord? Maintenant, je sais que dans une année, il y a 12 mois, ça c'est clair. Donc, si je veux trouver combien il a fait par mois alors qu'il a fait
sur une année 1820 heures. J'ai donc divisé 1820 heures divisé par 12 et je trouve 151h67 par mois en moyenne. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, monsieur. Monsieur, j'ai une question. On sait que par mois, il y a 4 semaines. Pourquoi on ne fait pas les 35 fois 4? Très bonne question, Fourère. Très bonne question, et c'est l'erreur qu'on aurait tendance à faire. Merci pour cette question. Pourquoi? Parce que par mois, il n'y a pas 4 semaines. Il y a 4,33 semaines en moyenne par mois. Pourquoi? Il y a combien de semaines dans une année? 52 semaines, d'accord? Il y a 52 semaines dans une année. Semaines. Il y a combien de mois? Il y a 12 mois. Si je fais 52 divisé par 12, alors je vais obtenir 4,33 semaines par mois, en moyenne. C'est une erreur de penser qu'il y a 4 semaines par mois. Si vous comptez les semaines, il n'y a jamais 4 semaines par mois. Il y a toujours un petit peu plus. Si on prend, par exemple, hop, je vais essayer de faire ça, hop, de faire ça, est-ce que je vais réussir? Alors, si je fais ça et que je fais ça, ça ne marche pas. Zut. Je voulais vous afficher un mois, je vais essayer de trouver. Est-ce que ça va aller, ça? Ça devrait le faire. Alors, tac, 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 tac. Si on regarde ici, par exemple, le mois de février, qui a commencé un lundi 1er, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. D'accord? Si on regarde mon mois de mars, qui a commencé aussi un lundi, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et hop, un petit bout. Donc, si on n'avait que des mois à 28 jours, d'accord, 4 semaines, ça marcherait. Or, on n'a pas que des mois à 28 jours. Le seul mois à 28 jours que l'on a, c'est le mois de février. Si on regarde le mois de janvier de l'année 2021, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et un petit bout là, encore une fois. Donc, en moyenne, il n'y a pas 4 semaines dans un mois, mais il y a 4,33 semaines dans un mois. Voilà pourquoi on est obligé de passer par ce système et qu'on ne peut pas multiplier 35 par 4, puisque ça serait faux. J'espère que j'ai répondu à votre question, Diana. Non, c'était faux erreur, mais c'était une très bonne question parce que souvent les étudiants font l'erreur. Ils disent, de toute façon, par semaine, par mois, il y a 4 semaines. Non, il n'y a pas 4 semaines par mois. Ou sinon, on aurait 48 semaines dans l'année. Parce que 12 fois 4, 48. Or, il n'y a pas 48 semaines dans l'année, il y en a 52. Michaelida, je vous écoute. En fait, monsieur, pouvez-vous revenir sur la définition de la mensualité, s'il vous plaît? Donc, la mensualité, c'est le fait pour un salarié d'être rémunéré toujours, tous les mois, le même temps de travail. Donc, la mensualité, c'est le fait pour un salarié d'être rémunéré tous les mois le même temps de travail. Et ce temps de travail, comment il a été trouvé? Par le calcul que je viens de vous démontrer. D'autres questions sur ça? Il faut vraiment l'avoir compris. Hein. Franchement, ça ne me dérange pas de réexpliquer encore une fois, de reprendre un exemple. Franchement, ça ne me dérange pas. Parce que ça, allez, une fois sur 3, une fois sur 2, ça tombe à l'examen. C'est expliquer comment on a trouvé 151h67. Et mieux, d'accord? Mieux, c'est que là, nous avons travaillé pour un salarié à temps plein. D'accord? Mon salarié à temps plein fait 35 heures par semaine. Alors, on a 2 solutions pour connaître l'information. Soit contractuellement, puisque sur le contrat de travail va être indiqué
l'amplitude horaire, la durée du temps de travail du salarié. Bien souvent, cette durée, elle est indiquée en heures hebdomadaires, c'est-à-dire en heures par semaine. Il se peut, pour X raisons, qu'un employeur indique la durée par mois. À ce moment-là, on n'a pas de souci, puisqu'il va indiquer 151,67 €. On n'a aucun souci pour l'expliquer. Quand vous avez un contrat qui donne une information, qu'on vous demande d'expliquer, vous vous appuyez sur le contrat. Contractuellement, c'est la durée, elle est de 35 heures. Donc, voilà, pas de souci pour ça. Alors, le même système va fonctionner aussi pour les salariés qu'on appelle à temps partiel. Ça veut dire quoi un salarié à temps partiel? C'est le contraire d'un salarié à temps plein. Un salarié à temps plein va lui travailler 35 heures par semaine. Un salarié à temps partiel va travailler une durée inférieure à 35 heures par semaine. Alors légalement, normalement, on ne peut pas travailler moins de 24 heures par semaine, quand on a un contrat à temps partiel, mais il y a énormément de dérogations qui permettent à l'employeur de descendre en dessous de cette durée de 24 heures par semaine. Contrat étudiant, demande du salarié, simplement à la demande du salarié, si l'employeur propose un contrat de 25 heures par semaine, par exemple, qui est légalement bon, puisqu'on est au-delà de la durée minimum qui est de 24 heures, si le salarié demande à l'employeur de ne faire que 20 heures par semaine, l'employeur a tout à fait le droit de lui, sur demande du salarié, de proposer un contrat à 20 heures par semaine. Mais normalement, c'est minimum 24 heures par semaine. Peu importe ici la durée, moi, ce que je cherche à connaître, c'est un salarié à temps partiel, donc qui n'est pas à temps plein, donc il ne fait pas 35 heures par semaine. Contractuellement, il est indiqué dans son contrat de travail la mention suivante: durée du temps de travail « 30 heures par semaine ». Je vous laisse 2 minutes pour me calculer quelle va être la durée mensuelle sur laquelle le salarié va être payé, en sachant qu'on va utiliser exactement la même méthodologie que l'on a là. Là, on est travaillé avec 35 heures par semaine. Un salarié donc, qui est à temps plein et donc qui travaille 35 heures par semaine va être payé par mois 151,67 €. Quelle va être, je vous la laisse à l'écran, hein, d'accord? Quelle va être la rémunération, enfin le temps de travail rémunéré par mois pour un salarié qui travaille 30 heures par semaine? Je vous laisse faire votre petit calcul. Oui, Foureira, ne me donnez pas la réponse, hein, Foureira, si vous l'avez, on va attendre un petit peu que les autres l'aient. Ou si vous avez une autre question, allez-y, je vous écoute. Non, c'était certainement pour me donner la réponse. Alors, normalement, vous avez réussi. Alors, Foureira, si vous voulez nous donner la réponse, on vous écoute sur le calcul que vous avez fait. Oui, j'ai eu 130. 130. Alors, le résultat est bon, mais j'aimerais bien connaître le calcul. Allez-y. J'ai fait 30 fois 52. Oui. Et après, la suite, Foureira? 30 fois 52. Après, ça m'a donné 1560. Oui. Et après, j'ai fait 1560 divisé par 12. Divisé par 12, et vous avez trouvé 130 heures. 130. Très bien, qui est la bonne réponse. D'accord? Donc, ici, comment a-t-on fait? Donc, la durée
comme tout à l'heure, hein, la durée hebdomadaire multipliée par 52 semaines, divisée par 12 mois. On peut faire le calcul à la suite directement, hein, ce qui veut dire que ce salarié-là va être payé 130 heures par mois, et ceci tous les mois de l'année, qu'on soit un mois de février, et que effectivement il n'ait travaillé que, je ne sais pas, moi peut-être que 120 heures, hein, d'ailleurs, au mois de février. Si on regarde mon calendrier ici, au mois de février, imaginons qu'il travaille 30 heures à raison de 6 heures par jour, du lundi au vendredi. Donc au mois de février 2021, il va travailler 30 heures cette semaine-là, 30 heures cette semaine-là, 30 heures cette semaine-là et 30 heures cette semaine-là. On est d'accord qu'ici, il va avoir en temps de travail effectif 120 heures. 120 heures, c'est ce qu'on appelle le temps de travail effectif. C'est le temps de travail réel. Mais ce salarié va être payé au mois de février à cause de la mensualisation, enfin pas à cause, mais du fait de la mensualisation, il va être payé 130 heures. Regardons combien de temps il va travailler au mois de mars. Au mois de mars, il va travailler donc 30 heures, 30 heures, 30 heures, 30 heures, 120 heures, plus, il travaille 6 heures par jour, hein, mon salarié, plus ici 3 fois 6 heures, donc 18 heures. Donc au moins, hop, je vais faire ça, c'est plus facile. Au mois de mars, il va travailler 138 heures. Et pourtant, il ne sera payé que 130 heures. Donc, on voit qu'il y a une différence entre le temps de travail effectif et le temps qui est rémunéré à cause de ce problème, du fait plutôt du principe de la mensualisation. Tous les mois, on est payé le même temps de travail et sur l'année, finalement, le temps de travail effectif et le temps de travail rémunéré seront équivalents. Mais ça, sur l'année. Si on regarde par exemple au mois de janvier, il va travailler 120 heures plus le vendredi 6 heures, le samedi, le dimanche, il ne travaille pas. Donc ici au mois de janvier, il va travailler 126 heures. Et pourtant, il sera payé 30 heures, 130 heures. « 130 heures, temps de travail ici qu'on appelle rémunéré. Et ça sera la même chose pour chaque mois. Donc, quand vous aurez une étude à faire, faites bien la différence entre le temps de travail effectif et le temps de travail rémunéré. C'est deux choses complètement différentes. On peut ne travailler que 120 heures et être payé 130 heures. Le temps de travail rémunéré, il se déduit de la mensualisation et donc des calculs que l'on a fait précédemment, alors que le temps de travail effectif, c'est la comptabilisation du temps de travail réellement réalisé pendant la semaine, et donc cumulé sur les jours du mois considéré. Je répète ce que je viens de dire. Il faut bien faire la différence entre le temps de travail rémunéré, celui-ci, il est issu du calcul que l'on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de travail hebdomadaire contractuel multiplié par 52 divisé par 12, ça c'est le temps de travail rémunéré. Et le temps de travail effectif, c'est le temps qui est réellement réalisé par le salarié au cours du mois. Donc ici, je répète, on avait 120 heures parce qu'on a 4 semaines à 30 heures par semaine, donc on avait bien 120 heures de travail effectif. Alors que le salarié sera rémunéré 130 heures. Et même démarche sur les mois de janvier et sur les mois de mars. Ici, on a 126 heures de travail effectif et toujours un temps de travail rémunéré qui est de 130 heures. Et ces 130 heures, on va les retrouver tous les mois de l'année.
Ça marche pour tout le monde? Pas de questions. Donc, a priori, Oui. c'est bon. Alors, allez-y, Mohamed. Alors, ouvrez votre micro, peut-être. Pardon, ça ne marche pas. Ben, écrivez alors votre question si vous avez une question. Je ne vois pas de questions arriver, donc a priori, vous n'avez pas de questions. Enfin, en tout cas, je laisse mon fil de discussion si je vois votre question apparaître. Elle est peut-être longue, j'y répondrai. Alors, une fois qu'on a cours, alors, comment peut-on déterminer les heures par semaine si on connaît les heures de travail par jour? Alors, en général, de toute façon, la durée de travail s'exprime de façon hebdomadaire, s'exprime toujours de façon par semaine. D'accord? La répartition après, au niveau des jours, c'est à la discrétion de l'employeur en respectant les limites que vous connaissez, enfin que vous avez dans votre cours, qu'on va revoir ici. Donc, je répète, le temps de travail s'exprime toujours par semaine. Si vous avez d'autres expressions du temps de travail, c'est plutôt soit des erreurs ou des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc, voilà pourquoi j'ai tablé sur un temps complet à 35 heures par semaine et un travail à temps partiel, un travailleur à temps partiel à 30 heures par semaine. Après, la répartition des heures, elle est libre, à la libre appréciation de l'employeur. Ça fait partie de son pouvoir de direction d'organiser le travail dans son entreprise quant à l'heure de début d'embauche, d'accord, comme au temps de travail par jour, à condition toujours de respecter, évidemment, les limites qu'on a dans le cours. D'accord. Donc, vous verrez, on travaille, quand on parle du temps de travail, on travaille toujours à la semaine, toujours à la semaine. Alors, justement, en parlant de ces limites, vous les avez dans la partie de votre cours, d'accord? Et ces limites sont les suivantes. Un salarié ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour. Comment vous avez fait pour trouver le nombre d'heures de travail effectif? Je reviens dessus, je liste juste ça, Luce, et puis je reviens dessus. Donc, un salarié ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour, et il ne peut pas travailler non plus de 48 heures par semaine, en sachant que, bien sûr, à la demande de l'employeur, le salarié peut effectuer des heures au-delà de la durée qui est prévue dans son contrat. C'est ce qu'on appelle les heures supplémentaires, que l'on verra dans le chapitre plus tard. Et un salarié ne peut pas travailler 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Je vais expliquer cette notion. Les 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, c'est que, imaginons que pendant 12 semaines, le salarié est oscillé entre, je ne sais pas moi, 43, 45, 42, 47. Finalement, en moyenne, il est toujours à 44 heures, d'accord, ou au-delà des 44 heures, et cela sur une période de 12 semaines. Ça n'est pas possible, c'est interdit. D'accord. Alors, je vais revenir là avec ces exemples-là et on va faire des exemples pour voir un petit peu notamment cette moyenne. Je réponds à la question de Luce qui m'a demandé comment j'ai fait pour trouver le temps de travail effectif. Donc, je reprends ici le planning que j'avais réalisé. D'accord. On était dans le cas où mon salarié travaillait 6 heures par jour, donc pour un contrat qui faisait de façon hebdomadaire 30 heures. Je vais le renoter. Hop. Donc, c'est un contrat qui fait 30 heures par semaine,
à raison de 6 heures par jour du lundi au vendredi. Voilà le postulat de départ. Et donc, voilà pourquoi, hop, je vais descendre légèrement, je vais le mettre en dessous. Voilà pourquoi, au mois, par exemple, de février, en cumulant ici, il a fait 30 heures, 30 heures, 30 heures et 30 heures. Donc, ça veut dire que ici, il a fait donc 4 fois 30 heures, 120 heures. Voilà comment j'ai trouvé le temps de travail effectif, simplement le décompte du travail qui a été réellement réalisé. C'est bon pour vous, Luce? Oui. Voilà. Alors, revenons ici sur la problématique notamment des heures par semaine. Et vous voyez que là, encore une fois, alors à part cette notion-là, où ici on a une notion journalière, c'est-à-dire du nombre d'heures de travail que l'on peut réaliser au maximum par jour. Et ici, on est à 10 heures, en sachant bien sûr qu'il y a notamment d'autres limites. On ne vous demande pas de les connaître, mais il faut peut-être juste savoir que pour les salariés qui sont mineurs, ils n'ont pas le droit de faire 10 heures par jour. Eux, c'est limité à 7 heures par jour. D'accord ? Alors, vous pourriez avoir, par exemple, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, vous pourrez avoir une situation où on vous explique que le jeune qui est en contrat d'apprentissage, par exemple, et qui a 17 ans, son employeur lui fait faire régulièrement des heures supplémentaires. Par exemple, 9 heures par jour, de façon très régulière. Et puis derrière, vous auriez un extrait de réglementation sociale qui vous indiquerait que pour les salariés mineurs, il est interdit de faire des heures supplémentaires. Et on vous demanderait de gérer la situation et de déterminer si effectivement l'employeur est en faute ou pas. Donc en vous appuyant sur la documentation qu'on vous aurait fournie dans cette étude de cas, par exemple, vous justifieriez qu'effectivement il y a une faute de l'employeur et qu'il faut vraiment tout de suite cesser cette pratique. En tout cas, là, on est sur du salarié classique. Pareil, il y a des dispositions pour les femmes enceintes, il y a des dispositions pour le travail de nuit. On a quand même pas mal de choses qui permettent soit d'aller au-delà de ce qui est autorisé dans des conditions très particulières, ou soit de ne pas autoriser ce maximum, encore une fois, pour les salariés particuliers, je pense aux mineurs, aux femmes enceintes, aux travailleurs de nuit ou autres. En tout cas, si on se base sur la réglementation ici relativement classique, imaginons que mon salarié en semaine 1, il a fait en semaine 1, il a fait 45 heures sur sa semaine. D'accord. Et au début de l'année, en semaine 2, il a encore fait 45 heures. En semaine 3, il a fait 42 heures. Et ainsi de suite. Alors, ce que je vais faire, pour aller plus vite, je vais vous montrer ça. Semaine 1, semaine 2.
Voilà, mon ordinateur bloque un peu. Ah, voilà, ça arrive. Voilà ici les horaires qui ont été réalisés pendant 12 semaines par un salarié. Alors, là, c'était le début de son contrat. On va commencer au début. Hein, c'était le début de son contrat. Et on voit qu'il a réalisé pas mal d'heures au-delà de la durée des 35 heures. C'est pour l'instant pas la chose qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le maximum. On rappelle qu'on ne peut pas faire plus de 48 heures. On détecte aucune semaine où il a fait plus de 48 heures. Donc, pour l'instant, on pourrait se dire l'employeur n'a pas de souci à enfin, en tout cas, n'a pas d'inquiétude à avoir. Le salarié n'a pas fait plus de 48 heures. Par contre, notre salarié ici, il faut vérifier s'il n'a pas fait, sur la moyenne des 12 semaines qui sont présentes ici, plus de 44 heures. Or, si je fais mon petit calcul de moyenne ici, sur les 12 semaines, mon salarié, il a fait 44h91 en moyenne. La moyenne de ces 12 semaines consécutives, donc ça veut dire qui se suivent, elle est de 44h91. Là, on a un petit souci. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller au-delà des 44 heures sur 12 semaines Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Je reprends. Si je fais la moyenne de ces 12 semaines donc consécutives, ça veut dire 12 semaines qui se suivent, le salarié, il a fait 44h91. J'ai fait le calcul, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que l'on peut en déduire? On peut en déduire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que la limite, elle est à 44 heures. On n'a pas le droit de faire 44 heures, plus de 44 heures sur 12 semaines qui se suivent, en moyenne. Comment j'ai fait mon calcul? J'ai additionné bien sûr toutes les heures qui sont ici divisées par 12. C'est une moyenne classique, une moyenne arithmétique tout à fait classique. Donc, qu'est-ce que vous pourriez conseiller? On est ici en semaine 11. Le salarié, il n'a pas encore fait ses 42 heures, d'accord? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller ici à l'employeur? C'est de dire, attention, on ne peut pas faire ici 42 heures. Le salarié ne peut pas faire 42 heures. Il va falloir qu'il fasse un nombre d'heures réduit de façon à faire tomber la moyenne en dessous de 44. Par exemple, si le salarié de ici, si je lui mets qu'il fait 35 heures, ça ne marche pas. On va devoir lui dire, par exemple, que le salarié va faire que 30 heures. Voilà. Si je mets 30 heures, le salarié ici, si je lui mets 30 heures, alors ça fonctionne. On descend en dessous les 44. On est à 43 et quelques. Donc voilà comment on fait notre petit calcul pour savoir si le salarié, sur 12 semaines qui se suivent, a fait une moyenne de plus de 44 heures. Et à ce moment-là, l'employeur est dans l'illégalité. Alors, qu'est-ce qu'il risque, l'employeur? Dites-moi quels sont les risques de l'employeur qui ne ferait pas attention et ferait réaliser à son salarié plus de 44 heures par semaine, à votre avis? Alors, allez-y, Abdel. Une convention. Je n'ai pas entendu. Une convention. Une convention. Ou un accord. Une convention ou un accord. Ah, une convention ou un accord. Alors, je retiens votre réponse. Je vais rebondir après dessus. Je vais d'abord demander à Amadou ce qu'il en pense. Une suractivité. Je n'ai pas compris. Allez-y, répétez. Une suractivité. Une suractivité. Alors, ce n'est pas l'employeur qui risque une suractivité. Alors, l'employé peut risquer une suractivité. D'accord, on va retenir ça aussi. Farzad, vous vouliez dire quelque chose? En fait, je voulais vous demander de répéter un peu la question parce que je n'ai pas bien saisi ce que vous venez de dire, s'il vous plaît. D'accord. Imaginons que votre employeur,
Vous êtes l'assistant RH, vous êtes l'assistant comptable, et puis vous tenez un registre où vous enregistrez les durées hebdomadaires de travail des salariés, et vous tombez sur ce salarié, et quand vous faites le calcul, le salarié a fait plus de 44 heures par semaine sur 12, en moyenne, sur 12 semaines consécutives, ce qui est interdit par la loi. Vous allez alerter l'employeur en disant « Attention, ici, on a un problème puisqu'on est dans l'illégalité. » D'accord ? Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que risque l'employeur ? Alors, Abdel nous dit une convention. Quelqu'un d'autre m'a dit il y a quand même ici une suractivité du salarié. Est-ce que d'autres idées fusent ? Alors, on va laisser répondre Abdoul et après je vous donne la parole, Fardat. Allez-y, Abdoul. Non, il peut reprendre, monsieur. Allez-y, Fardat, alors. Là, l'employeur doit rémunérer plus les heures supplémentaires que le salarié a fait. Alors, effectivement, l'employeur, de toute façon, il a l'obligation donc de comptabiliser les heures supplémentaires que notre salarié a fait et de les rémunérer. Ça, on verra dans le chapitre suivant. Ça, c'est une obligation, il n'y a pas de problème. Alors ici, pour l'employeur, et je vais rebondir sur ce que l'un d'entre vous, je ne me rappelle plus qui avait dit, il y a une suractivité du salarié. En général, une suractivité du salarié peut, alors pas en général, mais peut éventuellement mener à un accident de travail. C'est-à-dire que le salarié, comme il a fait beaucoup d'heures, il est fatigué et à partir de là, on risque un accident de travail. Et l'employeur, lui, il a une obligation. Il a une obligation de sécurité de l'employé. C'est une obligation légale. L'employeur est responsable de la sécurité de ses employés. Et ici, si l'employé devait avoir un accident et que l'on remarque qu'il a fait des heures au-delà de ce qui est autorisé, alors ce n'est pas l'employé qui serait inquiété, mais c'est bien l'employeur qui pourrait être tenu responsable de l'accident de travail et éventuellement indemniser le salarié, indemniser aussi les organismes de sécurité sociale qui auraient pris en charge le salarié, et dans des cas un petit peu plus extrêmes, mais ici, la responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée. C'est-à-dire que l'employeur risque d'aller en prison. Je pense notamment à un salarié qui pourrait, à cause de l'accident de travail, décéder. Un salarié a fait plus de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines et il a un accident. Et malheureusement, le salarié décède. La responsabilité de l'employeur va être engagée parce qu'il a ici manifestement pas répondu à une obligation de sécurité, qu'en plus, il a dépassé les heures maximum qui sont autorisées. À partir de là, il y a de fortes chances que notre employeur soit condamné à une peine assez lourde qui peut aller jusqu'à une peine de prison. Donc, pour revenir à ici, hop, c'était pas ça, ici, à nos durées maximum que l'on peut faire, c'est quelque chose qu'il faut surveiller en entreprise de façon à ne pas exposer l'employeur ou encore le responsable à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à de la prison. Alors, Monsieur, dans ce cas, y a-t-il possibilité d'amende également? Alors, y a-t-il possibilité d'amende? Oui, bien sûr. Oui, j'étais en train d'y réfléchir, mais oui, bien sûr. Parce qu'on peut imaginer ici que personne n'ait d'accident, ce qui serait quand même la meilleure des situations, mais que les services de l'inspection du travail viennent vérifier pour X raisons les registres de l'entreprise et remarquent cette anomalie. Il se peut effectivement qu'il y ait des amendes, alors sous condition bien sûr qu'il y ait une action en justice, il se peut qu'il y ait des amendes qui soient prononcées à l'encontre de l'employeur. D'accord ?
Alors, on va revenir, et j'en avais déjà un petit peu parlé, hein, d'accord? On va revenir sur cette notion de temps de travail effectif. Bien sûr, on sait que cette notion, elle est différente du temps de travail rémunéré. D'accord? Alors ici, selon l'article 3121-1 du Code du travail, donc c'est l'article qui définit ce que c'est que le temps de travail effectif, on nous indique que c'est le temps de travail, c'est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et ne peut pas faire ce qu'il veut, globalement. Il ne peut pas être libre et vaquer librement, se consacrer librement à des occupations personnelles. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes dans l'entreprise et que vous êtes là pour travailler et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous êtes considéré, c'est considéré comme du temps de travail effectif. Alors se pose la question, par exemple, des temps d'habillage. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, le salarié qui doit porter une tenue particulière. Vous travaillez dans un hôpital, vous entrez dans l'hôpital et bien sûr, vous êtes obligé de vous changer, de porter une tenue de travail avant de commencer à prendre votre service. Est-ce que ce temps est du temps de travail effectif ou non? Vous ne travaillez pas vraiment, vous êtes en train de vous habiller. Alors, Non. alors ici, si on regarde la définition, si on regarde la définition, est-ce que vous pouvez vaquer librement à vos occupations? Est-ce que vous pouvez consacrer librement à vos occupations pendant ce moment? Non, puisque vous êtes en train de vous habiller. Vous ne pouvez pas aller voir vos enfants, vous ne pouvez pas aller faire ce que vous voulez. Vous êtes restreint dans la possibilité de faire quelque chose. Alors, si on se tient strictement au Code du travail, le temps d'habillage est du temps de travail effectif. Donc, doit être décompté dans le temps de travail effectif. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de voir que, en fonction des corps de métier, des accords ont été signés pour, dans un sens, pour certaines professions, dire que le temps d'habillage, c'était du temps de travail effectif. Ou dans d'autres situations, dire que le temps d'habillage n'est pas du temps de travail effectif. Et ça, ici, ça sera au coup par coup. Et bien sûr, si vous avez une situation à gérer, vous connaissez le cadre général, c'est que le temps de travail effectif, c'est le temps où le salarié ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est sous l'autorité et sous les directives, bien sûr, de son employeur. Il est à la disposition de l'employeur. Par conséquent, on peut définir, par exemple, les temps d'habillage ou des temps consacrés non pas directement à l'activité professionnelle, mais à une activité périphérique. On peut dire que c'est du temps de travail. Alors, évidemment, si vous avez une situation à traiter, il faudra bien sûr ne pas oublier d'aller vérifier la documentation qui vous est fournie, voir s'il n'y a pas des spécificités au domaine concerné. C'est une définition qu'il faut retenir. Je dirais ici, alors vous pouvez utiliser vos termes, mais ça, c'est quelque chose que vous devez connaître, vous devez le savoir. D'accord? La définition du temps de travail effectif. Est-ce clair? Y a-t-il des questions? Non? Alors, s'ajoutent à ça d'autres petites dispositions auxquelles sont tenus l'employeur. Notamment, l'employeur est obligé d'accorder
une pause à ses salariés de 20 minutes toutes les 6 heures. Ça, c'est le minimum. Il se peut que dans d'autres conventions collectives, on accorde des pauses plus régulières. Je pense notamment aux gens qui passent leur temps devant un ordinateur, un écran. Dans certains métiers où vous êtes fourré devant un écran toute la journée, l'employeur peut être obligé par une convention collective d'accorder des temps de pause plus importants, ou plus fréquents. Le salarié doit bénéficier aussi d'un temps de repos d'un minimum de 24 heures, et ça une fois par semaine, au minimum. Vous savez, hein, on a bien expliqué, on l'a déjà dit, la différence entre les jours ouvrés, les jours ouvrables et les jours calendaires. Qui est-ce qui peut me rappeler quels sont les jours ouvrés? Non, plutôt les jours ouvrables. Allez, on va commencer par les jours ouvrables. Quels sont les jours ouvrables? Allez-y, Amadou. Les jours ouvrables sont du lundi au samedi. Exactement, Amadou. Donc, les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi. Alors, évidemment, les jours calendaires, quand on parle de jours calendaires, c'est tous les jours de la semaine. Ça, c'est ce qu'on appelle les jours ouvrables. C'est les jours pendant lesquels vous pouvez éventuellement travailler en fonction de l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire que dans une entreprise, je peux très bien dire, mes salariés vont faire lundi 7 heures, mardi 7 heures, mercredi 7 heures, jeudi 7 heures, vendredi 3 heures, samedi 4 heures. D'accord? Je respecte mes 24 heures de repos hebdomadaire le dimanche. Et je n'ai pas de souci ici d'illégalité de mon organisation de temps de travail. Ou en tout cas, je ne suis pas obligé d'octroyer une rémunération supplémentaire à mes salariés. Alors que si je les faisais travailler le dimanche, là, il y aurait une majoration des heures faites le dimanche. Malgré tout, si je les fais travailler le dimanche, je suis obligé toujours de leur donner un jour de repos. Hein. Les jours ouvrés, ici, il n'y a pas de règle. Les jours ouvrés, c'est les jours travaillés dans une entreprise donnée. Par exemple, dans mon entreprise, on travaille du lundi au vendredi. Ça, c'est sur les jours ouvrés. Mais les jours ouvrables, c'est toujours du lundi au samedi. Donc, les jours ouvrés vont dépendre de l'organisation de l'entreprise, tout simplement. Et enfin, on avait parlé des jours calendaires. Ici, c'est du lundi au dimanche, c'est-à-dire tous les jours de la semaine. Dans le vocabulaire, il faut bien connaître la définition de ces trois notions, parce que si on vous donne des informations sur les jours calendaires, si on vous dit voilà le délai entre ça et ça, c'est 18 jours calendaires, ce n'est pas la même chose que 18 jours ouvrables. Je veux bien que cette notion de jour ouvrable, notamment, on l'avait dans le délai qui était imposé entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'entretien préalable lui-même. On parlait de jour ouvrable. Alors que dans le délai qui permettait aux salariés de réfléchir lors d'une rupture conventionnelle, on parlait ici de 15 jours calendaires. Vous voyez que le terme qui va être employé va nous donner un décompte des jours, un décompte du délai différent en fonction de jours calendaires, de jours ouvrés ou de jours ouvrables. Donc, ce sont des notions à connaître pour ne pas se tromper.
Y a-t-il des questions? Alors, on a fait le tour sur ce chapitre, qui n'est pas très compliqué. Il y a juste vraiment, si vous devez retenir deux choses importantes de ce chapitre, c'est la définition des jours du temps de travail effectif, ça, important. Et les méthodologies de calcul que l'on a revues ici pour trouver le nombre d'heures par mois rémunérées en fonction d'une durée hebdomadaire de temps de travail. Deux choses qu'il faut absolument retenir. Ça marche pour tout le monde? Oui. Pas de questions Oui. alors? Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on se revoit mercredi et là, on va travailler sur justement la notion d'heures supplémentaires et on va bien expliquer surtout la méthodologie du décompte des heures supplémentaires. C'est très important à connaître et à bien maîtriser. Ça marche? Allez, on se voit donc mercredi soir à 18h15. Salut tout le monde. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur.